Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de L'Étoile du matin de Karlov Knausgaard. Je vous rappelle que je viens de sortir un magazine littéraire dont la thématique du premier numéro est la rentrée littéraire, justement, avec tout ce qu'il peut y avoir comme enjeu économique. Par exemple, on va faire une enquête sur les émissions prescriptrices comme La Grande Librairie ou comme avant elle, Apostrophe, le business model des grands noms de l'auto-édition, et on va voir que ça cache parfois des choses pas très reluisantes. Vous avez une version PDF à 4,90 € et une version papier à 14,90 €. Vous retrouvez le lien dans la barre de description. Je vous remercie, bon visionnage, et voilà. De quoi ça parle? On va suivre plusieurs personnages sur 2 jours du mois d'août en Norvège, et dans le ciel va apparaître une étoile, dans la journée, en pleine journée. Une étoile, peut-être une supernova. On ne sait pas exactement ce qu'elle est, mais en tout cas, elle va avoir des conséquences sur la vie de chacun d'eux. Et va se poser forcément la question, est-ce qu'on entre dans une ère nouvelle, ou est-ce que c'est la fin du monde au contraire? Donc mon avis, ce n'est pas vraiment le roman de Knausgaard que j'ai préféré. On reconnaît sa patte, mais en fait j'ai pris pas mal de plaisir lors de ma lecture, mais c'est une fois le livre refermé, une fois que la décantation commence à se faire, que j'ai plusieurs questionnements qui sont apparus, des questionnements esthétiques ou des questionnements plutôt sur l'intrigue. Il y a un goût d'inachevé. Je vais commencer par ce qui m'a plutôt plu dans ce roman. Déjà, je trouve que Knausgaard est très bon pour ce qui est de décrire la psychologie humaine. Il est très bon pour entrer dans la tête de ses personnages. Je me rappelle que dans son cycle des saisons, il avait fait une sorte d'expérience dans laquelle il passait du jeu, lui, Knausgaard, à un jeu personnage au sein de la même phrase. Et que, du coup, ça mettait vraiment en scène, d'un côté, la fictionnalisation de toute œuvre écrite, même quand on passe par l'autobiographie, mais aussi le fait qu'on est dans une sorte d'état de transe dès qu'il s'agit d'écrire, comment elle se fait cette transe, comment l'auteur chausse les chaussons, enfin chausse les chaussures, les souliers du personnage, et comment ça se fait dans une sorte d'état second. Et que je trouvais donc que c'était un document assez précieux en fait sur ce qu'est l'écriture. Et justement, quand on lit L'Étoile du matin et qu'on a déjà lu son cycle autobiographique Mon combat ou alors le cycle des saisons, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de voir qui est qui, de reconnaître des proches de l'auteur sous les traits des personnages. Il est tellement allé loin en fait dans la description de son quotidien, de sa vie, sans cacher grand-chose en fait, qu'on reconnaît des motifs, on reconnaît des personnes. Par exemple, Arne, qui est le personnage sur lequel s'ouvre le roman, on voit son père, puisque c'est un professeur un peu fier, qui a des problèmes d'alcool, et lui est marié avec une femme qui est bipolaire et qui est en train de perdre pied. Et là, on voit l'expérience qu'a eu Knausgaard avec sa femme Linda, qui elle-même souffre aussi de bipolarité. Donc, pour les gens qui aiment bien Knausgaard, c'est assez amusant. En fait, on a l'impression qu'il est tellement allé loin dans le dévoilement que maintenant, il y a une certaine, il y a une certaine sécurité quand on écrit, de se dire, ah, même si je parle d'un tel, je le camoufle derrière des personnages, et il n'a plus en fait ce bouclier ou cette carapace. Et donc pour ceux qui l'ont lu, ce sera une sorte de jeu de correspondance, de savoir qui se cache sous les traits de qui. C'est une sorte de qui est-ce, quoi. Par contre, je trouve que par la même occasion, en fait, le fait d'avoir beaucoup de personnages, la manière dont est découpé le roman, j'ai du mal à ne pas y voir une sorte de facilité. Parce qu'en fait, c'est encore ce genre de roman où, un roman choral, qui est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui est découpé à la manière de série, c'est-à-dire qu'on va suivre un personnage sur une période donnée, et souvent on va terminer sur un cliffhanger pour après aller sur un autre personnage. On va capter d'une manière un peu artificielle l'attention du lecteur et tenter de la garder à tout prix. Et donc, souvent, ces formes-là, c'est ce que je qualifie d'une forme étoile, c'est-à-dire que chaque personnage vont se rejoindre dans une scène finale, une scène d'apaisement, une scène euh, de consolation, de réconciliation, ce que vous voulez. Et le lecteur aura donc une sorte de satisfaction à la fin avec cette scène, de comprendre pourquoi en fait on parle de tel personnage et pas d'autre. Sauf que Knausgaard va nous refuser cette satisfaction, et c'est justement un des grands questionnements que j'ai. Je ne sais pas encore si je trouve ça un peu paresseux, ou si je trouve ça assez couillu de faire ça, de nous dire en fait débrouillez-vous avec ça, il n'y a pas forcément de lien entre chaque personnage, mais c'est comme ça, c'est la vie.
Je sais pas en fait si d'un côté c'est brouillon, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages dont on va juste suivre quelques pages et après on n'en entendra plus parler. On a l'impression que c'est comme s'il tenait plein de fils et qu'il lâchait, qu'il n'arrivait pas à les tenir d'une main de maître. D'un autre côté, on voit en fait que c'est le côté démiurgique un peu de l'auteur, de nous dire je le fais parce que je le peux. Et, euh, et donc ça ouvre des questionnements un peu existentiels, ou aussi le fait que nous-mêmes, on voit des gens, parfois on voit une intimité très proche avec des gens qu'on croise juste une journée parce que, je sais pas, on les croise au camping, à l'hôpital, je sais pas. Et que donc, en fait, c'est ça la vie, c'est ça, c'est partager quelques pages avec des gens et ne jamais les revoir. Et on a des questionnements qui ne sont, il y a pas de réponse, quoi. Et Knausgaard montre qu'il n'y a pas de réponse dans la vie, que les questionnements existentiels ne sont pas forcément résolus. Et ça, c'est le côté cool. Et ça, il le fait par le biais du personnage d'Egil, ou d'Egil, je ne sais pas comment on dit, qui est, je pense, le double de Knausgaard. En tout cas, c'est une sorte de personnage qui est là, qui sert un peu le récit euh, d'une manière distanciée. En fait, il s'est converti récemment et il s'interroge sur sa place dans le monde, sur la place de Dieu. Il a beaucoup de questionnements qu'il va tenter de résoudre par le biais d'un roman qui s'appelle Le Livre des Morts ou Le Livre d'après la mort, quelque chose comme ça. Et ce roman, qui est un roman dans le roman, clôt L'Étoile du matin. Je pense que son personnage, des experts de la Bible ou en théologie parviendront plus facilement que moi à faire le lien, mais il y a quelque chose vraiment par rapport à la parabole d'Adam et d'Ève, au serpent, aux fruits défendus, à la connaissance. Parce que le serpent est quelque chose qui apparaît souvent dans ces parties. On nous parle aussi d'un pommier, et lui-même nous en parle dans son roman. Et en fait, il est un peu justement comme Adam et Ève qui ont été chassés du paradis perdu, enfin qui ont été chassés du paradis, puisque son père était un homme très riche et que lui-même erre un peu sans but, autre que le documentaire qu'il a abandonné et ce livre donc sur la mort. Je pense, ou en tout cas j'ai l'intuition assez forte, que chaque personnage a un sens profond, en fait un sens religieux. Je crois que chacun reprend à sa manière un personnage biblique ou une parabole biblique. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que des spécialistes puissent expliquer d'un point de vue religieux ce texte, parce que c'est vraiment un roman euh, à énigme, un peu un roman à clé. J'ai l'impression de manquer de clés pour le comprendre totalement, ce qui donne ce goût d'inachevé, mais que peut-être ce n'est que ma faute en fait de ne pas avoir fait assez d'études sur la Bible, même si j'en ai fait à la fac, mais j'ai pas toutes les clés en main en fait. Par contre, ce que je regrette, c'est que je trouve qu'il y a un peu moins de travail sur le style que dans ses autres romans. Et Knausgaard le reconnaît lui-même, ce n'est pas un grand stylisticien. Et en fait, il n'a pas le souci de trouver le mot parfait, la phrase parfaite. Il écrit en G plutôt. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. C'est-à-dire qu'il s'enferme et il écrit pendant des heures et des heures. Et ça permet d'atteindre une sorte d'authenticité, un côté véridique, un côté euh, sincère, authentique. Et jusque-là, ça ne m'avait jamais dérangé. Et même dans celui-ci, en fait, c'est des détails, ça ne dérange pas énormément non plus. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. Par exemple, je ne compte pas le nombre de têtes hochées ou de haussements d'épaules dans le texte. Peut-être que je les remarque plus parce que j'ai corrigé le mien récemment et que c'est quelque chose qu'on a pointé de moi-même. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs ont, en fait. Je compte pas aussi le nombre de... À chaque fois, en fait, qu'il va parler de la mer, il va dire qu'elle est étale, il va l'associer à cet adjectif qui est d'ailleurs, je crois, déjà dans d'autres de ses romans, c'était déjà ce terme qu'il emploie. Je compte pas le nombre de mais et de puis, il y en a beaucoup. Alors, je sais pas si c'est un problème de traduction. Est-ce qu'en norvégien, il y aurait plusieurs termes, par exemple, pour dire mais, comme en France, il y a pourtant aussi qu'on peut utiliser, mais est-ce que c'est la traductrice qui a eu peur de ne pas rendre exactement la nuance que la langue exigerait? Ou est-ce que c'est Knausgaard? Est-ce que c'est le fait d'être un auteur bien installé qui fait qu'on lui demande moins de balayer un peu, faire le ménage dans son texte? Je sais pas. Mais je trouve que c'est dommage un peu que dès qu'il y a un auteur qui est positionné d'une manière favorable dans le champ littéraire, on attend moins de lui alors qu'on devrait au contraire attendre plus. Je pense que plus un auteur est connu, plus il vend, plus on devrait faire en sorte que son texte soit la meilleure version de ce texte possible. Et, et en fait, c'est vrai qu'on attend ça de
de ceux qui sont placés le plus bas dans le champ littéraire, les nouveaux auteurs, et ça paraît assez injuste. En fait, il faut toujours viser la perfection, que ce soit, enfin, je dis pas en fait que les jeunes auteurs devraient pas faire autant de travail, je dis juste que tout le monde devrait essayer de rendre la copie la plus parfaite possible. Donc voilà, c'est néanmoins un livre que je vous recommande, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. Je trouve que en fait, ces petits détails ne dérangent que les personnes très obsessionnelles comme moi je le suis, et que à part ça, en fait, Knausgaard est vraiment pour moi l'auteur de la psychologie, l'auteur du quotidien. Il est meilleur dans ce livre quand il parle justement du quotidien, du réel, que quand il part sur le côté fantastique où je trouve que c'est un peu moins abouti. Et Et donc je disais, c'est pour ça que quand j'avais parlé de lui pour la première fois, j'avais comparé à ces vidéos de femmes qui font le ménage ou qui font à manger et où on sent presque le goût de la nourriture et que ça a un côté vraiment évocateur. Et c'est vrai que pour moi c'est ça, c'est le nature porn ou le, je sais pas comment on dit, le daily porn ou un truc comme ça. C'est vraiment le fait de rendre compte du monde qui nous entoure de la manière la plus, nous montrer le bruit que fait la bouilloire quand on l'allume, nous montrer l'éponge, la sensation de la main sur l'éponge. Il est vraiment très bon pour ça. Je vais essayer de faire la sélection du concours, je vais le faire à mon rythme, je sais pas si je vais sortir beaucoup de vidéos, mais ça aide quand même à se changer les idées un peu de lire. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.